Nous sommes à Toronto le vendredi 24 novembre 2017. Sur ces images de vidéosurveillance, on aperçoit deux jeunes femmes en train de faire la fête dans un bar du quartier Church Wellesley. Parmi elles, il y a Tess Ritchie, elle a 22 ans. Les deux amies rient, dansent, prennent des verres, beaucoup de verres, profitent de la nuit. Des caméras de surveillance vont les capter à plusieurs reprises à l'entrée du club, en train de discuter sur le trottoir, puis auprès d'un stand de hot dogs, dans l'insouciance d'un vendredi soir qui semble ordinaire, mais cette nuit-là ne le sera pas. Parce qu'après cette soirée, Tess ne rentrera jamais chez elle. Au petit matin, son téléphone reste silencieux, aucun message, aucune activité. Pour ses proches, c'est le début d'une angoisse dévorante. Ils le savent, quelque chose ne va pas. Tess a disparu, c'est inquiétant. Les heures passent, puis les jours, les recherches s'intensifient, l'incompréhension grandit, jusqu'à ce que d'autres images de vidéosurveillance examinées plus tard par les enquêteurs révèlent l'impensable. Tess Ritchie, c'était une jeune Canadienne de 22 ans, originaire de North Bay en Ontario. Benjamine d'une fratrie de 5 sœurs, très choyée par sa famille, sa mère Christine avouera d'ailleurs un peu plus tard que c'était le bébé de la famille. Sa sœur aînée Rachel, de son côté installée à Toronto, la considérait d'ailleurs comme, je cite, sa meilleure amie et son âme sœur. Après des études en services aériens à l'école Seneca College, dont elle sort diplômée au printemps 2017, Tess nourrit des ambitions de voyage et de carrière. Elle postule pour devenir agente de bord auprès de compagnies aériennes et d'hôtels à Toronto. En attendant, elle enchaîne les petits emplois dans un café du centre-ville. Toujours avide de nouvelles expériences, elle apprend l'italien. Elle envisage de partir en Europe comme jeune fille au pair. Physiquement, elle mesure environ 1,57 m, une silhouette menue, des traits doux, des longs cheveux châtains, ondulés, et un regard vif et expressif. Son style vestimentaire est simple, soigné, avec une touche féminine, discrète. Elle est sportive, marathonienne. Elle donne souvent son avis sur Internet, sur ses réseaux sociaux. Le vendredi 24 novembre 2017, Tess profite d'une journée de congé pour passer l'après-midi chez sa sœur Rachel à Toronto, qu'elle a l'habitude de voir. Elle partage un repas. Elle joue à des jeux de société et elle discute pendant des heures. Une journée que Rachel décrira d'ailleurs plus tard comme parfaite. Vers 23h30, Tess quitte la maison de sa sœur, elle est souriante et apprêtée. Apprêtée parce qu'elle rejoint une amie d'enfance en ville. Cette amie, venue elle aussi de North Bay, ne l'avait pas vue depuis plus de 2 ans. Ensemble, les deux jeunes femmes donc se retrouvent. Elles se rendent dans le quartier animé de Church on Wellesley, qui est aussi connu sous le nom de village gay de Toronto, pour y passer la soirée. Elles choisissent un bar. Ce bar, c'est le Cruise and Tangos, un club de drag queens très prisé des étudiants et des jeunes dans Church Street. L'ambiance y est festive. Tess va passer plusieurs heures à faire la fête, à consommer de l'alcool avec son amie. Il y a des images de vidéosurveillance qui les enregistrent à plusieurs reprises. Tout a l'air de bien se passer. La nuit va prendre une autre tournure vers 3h45 lorsque l'ami de Tess reçoit un message sur son téléphone portable qui provient de son petit ami qui lui demande de rentrer. Elle décide de prendre le tramway sur College Street, mais elle insiste pour raccompagner Tess au passage. Mais Tess lui explique que ça va aller, qu'elle commandera un Uber un petit peu plus tard, qu'elle va rentrer chez elle en toute sécurité. Pas de souci. Pourquoi elle dit ça à ce moment-là ? Parce qu'en fait, les deux jeunes femmes ont rencontré des personnes avec qui elles discutent sur le trottoir. C'est la dernière fois que l'ami de Tess la verra vivante. Au matin du 25 novembre 2017, Rachel, la sœur de Tess, remarque l'absence de réponse à ses messages.
Elle est inquiète, elle lui envoie des textos dès 8h45, mais elle ne reçoit aucune réponse, et ce tout au long de la journée. La famille aussi, la plupart qui est à North Bay, tente de la contacter, en vain. Le téléphone de Tess demeure muet et les messages envoyés ne semblent même pas délivrés. En fin de journée, devant ce silence inhabituel, Rachel et Christine, qui elle est à distance, alertent les autorités et commencent à appeler les hôpitaux des environs. Tess Ritchie est officiellement portée disparue ce 25 novembre. Les heures puis les jours passent sans aucune nouvelle de la jeune femme. La police de Toronto ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Le 27 novembre, donc 2 jours après cette disparition, Christine, accompagnée de membres de la famille, font le trajet de 4 heures depuis North Bay jusqu'à Toronto pour être sur place, pour participer aux recherches sur le terrain. Pendant 2 jours, ils placardent des affiches disparues avec la photo de Tess dans tout le quartier de Church Wellesley. Ils interrogent les commerçants, ils abordent les passants, ils fouillent les ruelles, les parkings à la recherche du moindre indice. La famille reçoit entre-temps des informations troublantes parce qu'en accédant aux données des applications que Tess avait l'habitude d'utiliser, le podomètre, notamment Fitbit, associé au compte de Christine, indique, écoutez bien, que Tess a parcouru environ 300 pas après 3 heures du matin dans la nuit de sa disparition. Et l'historique Uber montre qu'un trajet a effectivement été commandé vers 4 heures du matin, mais il a été annulé, sans que l'on sache pourquoi. Ces éléments laissent présager que Tess se déplaçait encore à pied vers 3h, 4h du matin, puis qu'elle a peut-être tenté de rentrer en taxi avant que quelque chose ou quelqu'un ne l'en empêche. Le 29 novembre 2017, au matin, ça fait 4 jours que Tess a disparu. Sentant cette urgence grandissante, Christine Hermeston, c'est le nom de famille de sa mère, décide d'élargir encore les recherches dans le voisinage immédiat de la dernière localisation connue de sa fille. Aux alentours de 15 heures ce jour-là, Christine s'aventure aux abords d'une maison qui est en rénovation, à seulement 2 pas de l'endroit où Tess avait été vue pour la dernière fois. Quelque chose, une intuition maternelle, la pousse à inspecter cet endroit plus attentivement. Un endroit qui pourtant a été regardé par les enquêteurs. En faisant le tour de la bâtisse, Christine arrive devant un escalier extérieur assez étroit qui descend vers un sous-sol. En se penchant par-dessus la rambarde, elle aperçoit une forme immobile au pied des marches. C'est le corps sans vie de sa fille, c'est le corps sans vie de Tess. Il gît au fond de ce puits d'escalier extérieur, dissimulé à la vue des passants. Christine, vous le voyez, vous le comprenez, vient de retrouver sa fille décédée dans ce qui lui apparaît instantanément, c'est ce qu'elle racontera après aux médias, comme une tombe improvisée. La scène est saisissante. Il y avait quelque chose de sinistre qui m'attirait vers ce chantier. Cet escalier ressemblait à une fosse funéraire, très étroite, et je n'ose imaginer le cauchemar qu'elle a vécu. Sous le choc, Christine descend auprès de sa fille. Malgré l'évidence, le corps est froid, inerte. Christine garde un espoir infime que sa fille soit encore en vie. Elle s'abstient de la déplacer afin de préserver d'éventuelles preuves. Elle appelle immédiatement les secours, la voix tremblante. Je sais qu'on m'a dit que j'ai bien fait de ne pas contaminer la scène de crime, mais je regrette tellement de ne pas l'avoir prise dans mes bras. J'aurais voulu la serrer fort. J'espérais encore qu'elle soit juste inconsciente. Les ambulanciers et la police arrivent sur place au 582 Church Street vers 16h ce 29 novembre, 4 jours après sa disparition. Tess Ritchie est officiellement déclarée morte, découverte par sa propre mère à quelques mètres seulement du lieu où elle avait été vue pour la dernière fois. Au premier abord, aucun signe évident de traumatisme, aucun coup apparent, aucune blessure sanglante n'est visible dans un premier temps. En tout cas, la police n'écarte pas la thèse d'un accident, c'est possible. Tess aurait pu par exemple faire une chute mortelle dans l'escalier en étant ivre puisqu'elle a bu ce soir-là. Le corps de Tess est transporté à l'Institut médico-légal pour autopsie. 2 jours plus tard, le 1er décembre 2017, le verdict médico-légal tombe. La mort de Tess Ritchie a été causée par une compression du cou. En termes clairs, Tess a été étranglée, quelqu'un l'a tuée.
Sa disparition se révèle donc être un homicide. On n'est plus sur un possible accident, l'enquête s'oriente vers un meurtre. Il s'agit maintenant de retracer précisément les dernières heures de Tess Ritchie et de comprendre ce qui a pu se passer. Son amie d'enfance est interrogée, après tout c'est elle qui a passé la soirée à ses côtés, c'est elle qui l'a vue pour la dernière fois. Elle explique qu'aux alentours de 2 heures du matin, elles ont quitté le bar. Un petit peu éméchées, mais de bonne humeur. Elles avaient faim. Alors elles se sont dirigées vers un vendeur de hot dogs qui a l'habitude d'être là, proche de l'intersection de Church Street et Wellesley Street. C'est là, c'est ce qu'elles racontent, qu'elles ont croisé en pleine nuit la route de plusieurs inconnus attablés pour manger aussi un encas, parmi lesquels un jeune homme qu'elles ne connaissaient pas. Tess, son ami, ce jeune homme et un autre homme du quartier qui habite pas très loin engagent la conversation dans la rue. Vers 3h15, 3h30 du matin, le petit groupe se trouve devant une maison sur Dundonald Street, qui est une rue perpendiculaire à Church Street, et discute en fumant des cigarettes. Les policiers retrouvent l'autre jeune homme, celui qui habite dans le quartier, avec qui Tess et son ami ont discuté en fumant. Il est domicilié sur Dundonald Street. Il accepte de témoigner. Il confirme effectivement avoir vu Tess et son ami et un autre jeune homme inconnu vers 3h30 du matin devant chez lui. Il se souvient que Tess semblait bouleversée d'avoir rompu avec son petit ami et que le jeune inconnu la prenait par l'épaule pour la réconforter. Peu après, c'est ce qu'il explique, l'ami de Tess a reçu un message donc de son petit ami et le petit groupe s'est séparé. L'ami est parti vers l'ouest pour attraper son tramway, tandis que Tess et le jeune homme sont repartis en sens inverse. Ce témoignage concorde parfaitement, vous allez le voir, avec ce que montrent les caméras de surveillance récupérées par la police, parce que c'est là que les images rentrent en jeu. Les enquêteurs ont mis la main sur plusieurs enregistrements vidéo qui sont très importants. Ils reconstituent comme ça le cheminement de Tess après sa sortie du bar. Après donc avoir quitté le bar aux alentours de 2h du matin, Tess et son ami vont manger un hot dog comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt. Sur ces images, il est 2h47, elles sont accompagnées par un jeune homme, pour l'instant inconnu. Ce jeune homme sera très important pour la suite de l'histoire. Ils vont rester ensemble tous les trois de longues minutes avant d'être rejoints, en tout cas de croiser la route, d'un autre homme. Regardez, il est plutôt à droite sur l'image, il ne va pas rester très très longtemps. Cet homme va leur demander une cigarette, il va rester avec eux à environ 10 petites minutes. Et en fait, cet homme, on ne la voit pas elle sur l'image, est accompagné par une autre femme. C'est le couple en question dont on a parlé un petit peu plus tôt. La femme n'est pas donc sur les images, je le répète. Elle a devancé le groupe, donc elle n'a pas suivi la conversation. Et par contre, l'homme qui reste avec le trio apportera donc les explications qu'on a déjà avancées un petit peu plus tôt, que Tess était un petit peu inconfortable par rapport à une récente rupture et que le jeune homme qui accompagnait les deux filles était plutôt proche de Tess, ou en tout cas essayait de marquer un contact avec Tess. Ensuite, il part et s'éloigne du groupe, on le voit sur les images. Il reste le trio, mais un petit peu plus tard, la copine de Tess va donc recevoir ce message de son petit ami qui va la faire partir et va donc laisser Tess avec ce jeune homme. Des caméras de surveillance, encore une fois, ont filmé Tess Ritchie marchant aux côtés de ce jeune homme jusqu'au 582 Church Street. On le voit, il se dirige, alors l'image n'est pas très nette, mais il se dirige vers un bâtiment alors fermé pour rénovation. C'est un passage sombre et exigu qui mène en fait à un escalier descendant vers l'entrée d'un sous-sol. Tess et l'homme en question disparaissent dans cet escalier extérieur, hors de vue. « 45 minutes plus tard, la caméra de surveillance filme le même homme, mais il ressort seul de l'allée. Tess, elle, ne réapparaît pas. Il est alors près de 5h du matin, dans le village gay de Toronto. Tess Ritchie vient de s'évanouir, sans le savoir, dans la nature. Et ce que l'on comprend là, c'est que Tess Ritchie est morte. C'est forcément ce gars qui l'a tuée.
À partir de là, la police de Toronto diffuse donc l'image du suspect capturé par la vidéosurveillance et en appelle à l'aide de la population pour l'identifier. C'est comme ça que le 12 décembre 2017, une photo extraite d'une caméra donc de sécurité montre ce jeune homme brun, de corpulence moyenne, circulant de nuit dans le quartier. Cette image est rendue publique et largement relayée dans les médias. L'image, c'est vrai, est un peu floue, mais on y distingue suffisamment le visage et la tenue vestimentaire du suspect cette nuit-là. Pendant ce temps-là, il y a une polémique qui apparaît. Le traitement de l'affaire Tess Ritchie commence à soulever des questions sur le travail de la police dans les premiers jours de la disparition. Une vague de critiques déferle dans l'opinion publique et sur les réseaux sociaux, lorsque notamment on réalise que le corps de Tess Ritchie a été retrouvé par sa mère alors qu'il ne se trouvait à seulement 15 mètres du lieu de la disparition, à un endroit que la police aurait pu inspecter dès le début. Le Toronto Police Service reconnaît effectivement des failles et annonce dès le 4 décembre l'ouverture d'une enquête interne par son unité des normes professionnelles afin d'examiner la façon dont le signalement de Tess a été traité. La diffusion de la photo du suspect finit par porter ses fruits. Après des semaines de collecte d'indices et de surveillance, la police de Toronto passe enfin à l'action au tout début de l'année 2018. Il y a un nom qui apparaît. Cailen Schletter. L'arrestation a lieu aux environs de 23h, près de son domicile. Ça se passe sans incident. Cailen Schletter, 21 ans, il n'a pas de casier judiciaire, pas connu des services de police. Il est immédiatement placé en détention. C'est bien lui sur les images de vidéosurveillance. Le lendemain de l'arrestation, le 5 février, la police annonce publiquement son inculpation pour meurtre au second degré dans l'affaire Tess Ritchie. L'identité de ce Cailen Schletter commence à être dévoilée dans les médias après son arrestation. On apprend qu'il habite chez ses parents, dans un quartier résidentiel de Toronto, et qu'il travaillait comme contractuel dans des chantiers de rénovation extérieure. Un détail intrigant va ressortir. Quelques mois avant le meurtre de Tess, en août 2017, Cailen Schletter avait fait parler de lui en se posant en bon samaritain lors d'une tentative de meurtre dont il aurait été témoin. Selon un reportage de l'époque, il avait affirmé à la télévision avoir porté secours à un voisin agressé au marteau par un individu, s'érigeant brièvement en héros du jour. Ce contraste est saisissant. C'est lui qui aurait tué Tess Ritchie et en même temps, c'est lui qui aurait sauvé un voisin d'un possible meurtre. Quel contraste! Au tout départ, les enquêteurs émettent l'hypothèse que Tess et Cailen ne se connaissaient pas avant cette rencontre fortuite dans la rue cette nuit-là. Tout porte à croire qu'il s'agit donc d'un crime opportuniste, en tout cas au tout départ, fruit d'une rencontre aléatoire ayant tourné au drame. Cependant, au fil de l'investigation, la police va accumuler des éléments de preuves supplémentaires. Et c'est là que le 21 mars 2018 arrive un coup de théâtre. Les autorités annoncent que l'accusation contre Cailen Schletter est requalifiée en meurtre au premier degré. Cette décision signifie que les enquêteurs disposent désormais d'éléments indiquant une forme de préméditation ou de planification dans le crime. En clair, la thèse d'une simple altercation ayant mal tourné est abandonnée au profit de celle d'un meurtre planifié ou commis durant une autre infraction, comme potentiellement une agression sexuelle, justifiant la charge la plus grave dans le code criminel canadien. Si c'est prémédité, il risque beaucoup plus gros que si ça ne l'était pas. Le procès de Cailen Schletter va s'ouvrir finalement à Toronto le 13 janvier 2020, plus de 2 ans après les faits. C'est une affaire très médiatisée dans le pays. Le procès dure 6 semaines environ, durant lesquelles de nombreux témoins défilent à la barre. Il y a des preuves médico-légales cruciales qui sont présentées. Cailen Schletter plaide non coupable et décide de témoigner en sa propre défense, offrant au jury sa version des événements, selon son récit. Après être resté seul dans la ruelle, Tess et lui auraient eu une interaction intime consentie, c'est ce qu'il dit. Il affirme que Tess l'a entraîné dans l'escalier pour l'embrasser et qu'il se serait adonné à des attouchements réciproques à l'abri des regards. Cailen soutient qu'il a respecté les limites posées par Tess.
Celle-ci lui aurait dit ne pas vouloir aller plus loin en raison de ses menstruations, c'est lui qui raconte ça. Et qu'il l'a donc quittée, vivante, seule, dans l'escalier, après cette brève étreinte, ne pouvant pas aller plus loin. Il l'a laissée là, pensant qu'elle voulait simplement se reposer un petit moment. En somme, il nie farouchement l'avoir agressée ou tuée, prétendant que Tess était en vie lorsqu'il est parti aux alentours de 5 heures du matin. Les procureurs de la couronne vont s'attacher à déconstruire cette version durant le procès. Ils dépeignent, au contraire, Cailen Schletter comme un prédateur sexuel, déterminé à assouvir ses pulsions ce soir-là, quel qu'en soit le prix. D'ailleurs, il s'appuie sur des images de l'intérieur du bar, où l'on peut voir, effectivement, Cailen également présent. Il rôde autour de Tess et de sa copine depuis qu'elles sont arrivées. Il s'est rapproché du duo, en fait, dans le bar. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à leur parler. Il a bien vu que Tess n'était pas dans son état normal, qu'elle était éméchée. Son but, c'était d'en profiter. Elle était vulnérable. Il l'aurait attirée dans cette ruelle sombre en prétextant l'accompagner pendant qu'elle attendait son Uber. Il se serait jeté sur Tess pour la violenter. Les procureurs soutiennent qu'il a tenté d'obtenir d'elle des faveurs sexuelles. Et face à la résistance de la jeune femme, il serait devenu brutal. Tess se serait débattue désespérément, mais Cailen Schletter, plus fort physiquement, l'aurait alors agressé sexuellement, puis étranglé. Les éléments de preuve présentés à l'audience viennent renforcer cette version accablante. Tout d'abord, l'autopsie confirme que Tess est morte par strangulation. Ensuite, des traces ADN lient directement Cailen au crime. Son sperme a été retrouvé sur le pantalon que portait Tess la nuit du drame, et sa salive a été détectée à l'intérieur du soutien-gorge de la jeune femme. Ces indices scientifiques indiquent clairement un contact sexuel non protégé et un échange de salive contredisant partiellement la version innocente que Cailen Schletter tentait de vendre. Enfin, des témoignages rapportent des propos troublants de Cailen après son arrestation quand il est placé en détention provisoire. Il aurait fanfaronné devant ses codétenus sur sa capacité, je cite, à séduire les femmes, en ajoutant que, et je le cite encore, parfois, il faut repousser leurs limites pour voir jusqu'où ça peut aller. Des paroles glaçantes. Après 1 mois et demi de témoignages et de plaidoiries, l'affaire est confiée aux jurés. Le 23 mars 2020, le verdict tombe. Cailen Schletter est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Tess Ritchie. La nouvelle est accueillie par une vive émotion. À l'énoncé du verdict, une femme laisse même éclater un oui sonore dans la salle d'audience, tandis que d'autres poussent des sanglots de soulagement. Cailen, lui, est impassible. Il encaisse la décision du jury qui vient de le déclarer coupable de l'acte le plus grave du code pénal. En droit canadien, une condamnation pour meurtre au premier degré entraîne automatiquement une peine de prison à vie incompressible, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le meurtre de Tess Ritchie a profondément choqué la population de Toronto et plus largement le Canada. D'une part, le fait qu'une jeune femme puisse disparaître en plein centre-ville dans un quartier habituellement suréanimé pour être retrouvée morte quelques jours plus tard a semé l'effroi. D'autre part, les circonstances de la découverte du corps, par sa propre mère, qui plus est à quelques pas du lieu de la disparition. Ça a suscité l'indignation et la remise en question des protocoles policiers en matière de recherche de personnes disparues. Christine n'a eu cesse de répéter que si les recherches avaient été plus rigoureuses dès le départ, Tess, sa fille, aurait pu être retrouvée plus tôt, peut-être même sauvée si elle était encore en vie dans les heures suivant sa disparition. La police a reconnu ses manquements et a présenté ses excuses à la famille, engageant les réformes qui s'imposaient. Au sein de la communauté du village gay, l'émoi était palpable. Le cas de Tess Ritchie est malheureusement survenu dans un contexte déjà tendu à l'époque. Depuis 2017, plusieurs disparitions inquiétantes dans le quartier de Church Wellesley avaient alimenté des rumeurs sur la possible existence d'un tueur en série ciblant des personnes dans la communauté LGBTQ+. Notamment la mort d'Ayura Wells, une jeune femme transgenre retrouvée morte en août 2017, ainsi que la disparition de 2 hommes, Selim Ezen et Andrew Kinsman, ce qui pouvait laisser craindre le pire. Ces craintes vont se confirmer plus tard parce qu'il y aura l'arrestation du véritable tueur en série, Bruce McArthur, en janvier 2018. À l'époque de la mort de Tess Ritchie, aucun lien n'est établi entre ces affaires.
L'histoire tragique de Tess Ritchie a marqué les esprits par son caractère à la fois poignant et révoltant. Le 25 novembre 2017, une sortie nocturne entre amis, dans le centre de Toronto, s'est transformée en un drame irréparable. Tess a croisé le chemin d'un prédateur qui a profité de sa gentillesse et de sa vulnérabilité pour lui ôter la vie dans une ruelle sombre. Grâce à l'amour inconditionnel de sa famille, illustré par la détermination héroïque de sa mère Christine qui a retrouvé sa fille de ses propres mains, et à la persévérance de la justice, la vérité a pu éclater. Son meurtrier, Cailen Schletter, croupit désormais en prison pour longtemps. Reconnu coupable de ce crime odieux, mais au-delà du verdict, l'affaire Tess Ritchie aura mis en lumière des enjeux cruciaux, la nécessité d'une réaction prompte et rigoureuse face aux disparitions, l'importance de chaque indice et le devoir pour la police d'écouter les familles qui connaissent mieux que quiconque la valeur d'une vie. Tess aurait eu 31 ans aujourd'hui. Son sourire et sa bienveillance continuent de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont aimée, rappelant à tous que derrière les faits divers se trouvent des vies humaines brisées que l'on ne saurait oublier. C'est la fin de l'histoire de Tess Ritchie. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'est peut-être un cas que vous connaissiez, mais vous étiez nombreux à m'avoir demandé de relater les faits de A à Z sur la disparition tout d'abord et donc le meurtre de cette jeune femme survenue au Canada. Et au passage, comme je le fais souvent, un petit coucou aux Canadiens qui regardent cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas, je le dis pas souvent, je ne le répète pas souvent parce que je trouve que... J'avoue que j'ai un peu de mal avec tous les youtubeurs qui à chaque fois au début de vidéo ou à la fin de vidéo répètent abonnez-vous, laissez un like, etc. Donc je le fais pas souvent parce que vous êtes assez intelligent pour savoir que si vous avez envie de vous abonner, vous le faites. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous ne le faites pas. En fait, le libre arbitre existe et heureusement. Mais du coup, je le fais là aujourd'hui. Si vous avez envie de vous abonner, juste sachez qu'un abonnement, ça permet de référencer un peu plus la chaîne, ça permet aussi de soutenir ce que je fais, mes recherches, le travail, de soutenir aussi les personnes qui travaillent dans l'ombre avec moi, et je les salue ici. Je vais saluer Aurélien, Diane et Karina qui sont partie prenante de cette chaîne. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner, parlez-en aussi autour de vous, boostez la vidéo ou les autres vidéos si vous pouvez le faire. J'ai pas tout compris sur l'histoire des boosts, mais je crois que vous avez des boosts qui vous permettent de booster une vidéo pour qu'elle soit un petit peu plus recommandée. Si j'ai bien compris. Voilà, je le fais aujourd'hui, je le referai pas, en tout cas tout de suite. Merci pour votre soutien, les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.